il y a un fait nouveau, ou du moins une filière nouvelle d'immigration, en tout cas moi je l'ai découvert depuis 2-3 ans, c'est ce qu'on appelle les mineurs isolés. Céline, vous allez rester avec nous, mais on va rejoindre par Zoom notre ami Régis de Castelnau, que nos amis contributeurs de Front Populaire et lecteurs de Front Populaire connaissent. C'est un avocat de formation, Régis, et comme homme de loi, ça l'a beaucoup intéressé. Mais peut-être un petit rappel d'abord, grâce à un sujet produit il y a quelques années par BFM TV, sur ce qu'est le mineur isolé et le faux mineur isolé. Voici les preuves qui ont fait tomber la filière de faux actes de naissance payés 3 000 € qui transformaient des majeurs en mineurs, faisant d'eux les bénéficiaires d'aides publiques. 114 Bangladais ont profité de cette arnaque. Ils arrivaient légalement en Europe, via le Royaume-Uni ou l'Italie, avec un visa d'étudiant ou de travailleur agricole. Une fois ces visas périmés, ils étaient alors pris en charge par ce réseau clandestin. Ils étaient ensuite acheminés sur Paris et dirigés sur Strasbourg, où là on leur fournissait de faux actes de naissance bangladais pour bénéficier d'une prise en charge en tant que mineurs isolés étrangers. Avec ce statut de mineur étranger isolé, ils obtenaient automatiquement un toit, en foyer ou à l'hôtel, une formation et à terme une possible régularisation. Très bien, alors nous revoici. Régis de Castelnau est en liaison Zoom avec nous. Régis, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, je suis là. Parfait. Alors nous, désolé on pas de très pas bien, être mais on va parmi vous. monter un peu le niveau des retours, s'il vous plaît. Ah, non, ne bougez pas, Régis, tout va bien, ça bon. vient juste d'un problème de retour, on vous entend pas encore très fort dans le studio. Régis, c'est très intéressant, vous avez contribué dans Front Populaire, sur ce numéro immigration, à nous éclairer sur ce qui est devenu le phénomène des mineurs isolés, et c'est un phénomène qui vous préoccupe beaucoup. Alors, oui, c'est un phénomène qui me préoccupe pour une première raison qui est que j'ai pratiqué la protection de l'enfance longtemps pour le compte des départements. La protection de l'enfance est une compétence départementale, donc c'est pour cela qu'on a créé les aides sociales à l'enfance, mais qui ne sont que des services des départements. Et les départements donc font des efforts financiers et organisationnels très importants pour prendre en charge la misère, parce que c'est vraiment la misère à laquelle, quand on pratique cette protection, on est confronté. Et j'ai vu malheureusement ce service public considérable, je l'ai vu se dégrader. Je l'ai vu subir des assauts, parce que je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser, subir des assauts qui ont abouti à un véritable pillage. Alors qu'est-ce que j'appelle assaut? C'est le fait que massivement, des filières, des systèmes organisés, le sujet nous montrait un système mafieux de faux extraits d'actes de naissance, de faux papiers d'état civil. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire d'avoir ces faux. Il y a toute une mécanique qui s'est mise en place, sur laquelle on va peut-être revenir, toute une mécanique qui fait que nous avons aujourd'hui 40 000 mineurs non accompagnés migrants, qui sont des migrants, et qui, d'après les calculs, mon estimation est qu'environ la moitié d'entre eux ne sont pas mineurs. D'après un certain nombre de présidents de départements, le chiffre devrait être de l'ordre de 70%. Et cet accueil obligé, on viendra aussi peut-être un peu sur les raisons de cette obligation, parce que là, il y a des acteurs qui viennent se mêler à cela, et j'entends effectivement pointer leurs responsabilités. Toujours est-il que on se retrouve avec une charge tout à fait considérable pour les finances publiques. Alors naturellement, cette charge se fait au détriment de la véritable nécessaire protection de l'enfance, mais elle se fait surtout aux frais du contribuable, c'est-à-dire qu'il faut compter environ 50 000 € par an et par enfant, par faux mineurs pris en charge, ce qui porte aujourd'hui la facture à environ 2,5 milliards d'euros, et les projections tablent sur, si ça continue, table sur 3 milliards. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un système organisé. On a constaté que, et je suis revenu sur ce point dans l'article, que c'était 70-80% des mineurs non accompagnés, faux mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, étaient originaires de trois pays d'Afrique de l'Ouest, dont aucun n'est véritablement en guerre. Donc voilà des gens qui viennent en prétendant au statut de réfugiés,
qui commencent par demander le statut de mineur non accompagné, ce qui fait qu'ils sont pris en charge. Ils sont pris en charge, on doit leur fournir naturellement le couvert, on doit les nourrir, on doit les habiller, on doit leur proposer des formations. Et d'ailleurs, ceux qui les accompagnent, ceux qui les prennent en charge, ceux qui s'achètent une bonne conscience avec l'argent des autres, veillent à ce que ces prestations leur soient fournies, et quelquefois, et c'est pour ça que je parlais de mon expérience, quelquefois on voit les tribunaux saisis de demandes de condamnation des départements parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver qui a une formation, qui a un logement, etc. Et donc des condamnations qui sont parfois assez lourdes, ce qu'on appelle des astreintes. Et ça, je l'ai vu, c'est un témoignage. On se retrouve avec effectivement des astreintes qui sont liquidées. Et vous avez des gens qui touchent 5, 6, 7, 10 000 euros, qui repartent dans leur pays d'origine et qui reviennent sous une autre identité et demandent à nouveau, ailleurs, pas devant le même département, demandent à nouveau à être accueillis. Alors attendez, Régis, une petite question quand même que tout le monde partage, c'est comment et avec quelle complicité ce fait nouveau est rendu possible, parce que quand même il y a des juges qui sont spécialisés de l'enfance, il y a des juridictions, en principe on devrait se dire il est possible de voir, grâce à ce qu'on appelle des examens osseux, quel âge a le mineur, et on devrait pouvoir quand même réguler un petit peu cet afflux, parce que je crois, vous avez parlé de chiffres très précis sur ce que ça coûte, mais si j'ai bon souvenir, on est passé de à peu près 5-6 000 mineurs isolés à 40 000 mineurs isolés, donc énormément de faux mineurs isolés dans ceci. Alors comment c'est possible ? Alors, comment c'est possible ? Alors, si vous voulez, c'est un espèce de jeu qui se joue en triangle. Vous avez d'abord un appel d'air. Vous avez un appel d'air parce que vous avez des jeunes en Afrique qui sont parfaitement informés de ce qui se passe, qui connaissent toutes les adresses. Tout le monde a un portable, a un smartphone. Vous achetez en Afrique des cartes prépayées, et donc ça fait un appel d'air. Ils s'adressent à des filières payantes, qui les amènent donc vers la métropole par différents chemins. Et là, ils sont pris en charge. Là, ils sont pris en charge par les gens dont j'ai parlé tout à l'heure, ceux qui s'achètent une bonne conscience avec les moyens des autres. Je vais pointer la responsabilité des associations, bien évidemment, des associations d'aide aux migrants, ce qui a quelque chose d'honorable. Mais là, le problème, c'est que ce sont des systèmes organisés. Je pointe en particulier la responsabilité de la Ligue des droits de l'homme. Les départements voient arriver des jeunes mineurs, toujours accompagnés. Ils sont rarement seuls, ils ont les adresses, ils savent très bien où il faut s'adresser, ils connaissent les départements où c'est plus facile, et ils sont en général accompagnés par des militants qui les aident à formuler leurs demandes auprès du département. Alors le département, à ce moment-là, effectivement, il doit évaluer à qui il a affaire. S'agit-il d'un mineur ? Et s'il s'agit d'un mineur, c'est une règle normale, c'est-à-dire que c'est une forme d'universalisme. Le mineur isolé, par conséquent en danger, c'est une définition, doit être accueilli et pris en charge, sans considération de son origine, de sa nationalité, etc. Bien. Donc, le problème, c'est est-il mineur ? C'est ça la question, est-il mineur ? Et là, c'est assez difficile de l'apprécier. Donc, parce que, il faut le savoir, on parle des chiffres, mais 90% des mineurs qui se présentent n'ont pas de papier. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une anecdote assez amusante. Il y avait des migrants qui étaient arrivés, c'est pas tous les jours bien sûr, par un avion privé. Et dans les toilettes de cet avion privé, on avait trouvé tous les papiers d'identité des mineurs en question qui avaient été détruits et déchirés. Donc 90% des mineurs qui se présentent, prétendant l'être bien sûr, n'ont pas de papier d'identité. Les 10% qui restent, en général, ce sont des faux. Donc ça, c'est une information qui a été portée à la connaissance de ces réseaux, de ces filières, en disant n'ayez pas de papier. À partir de ce moment-là, c'est assez difficile de savoir s'ils sont mineurs ou pas. Donc les départements, c'est à eux que d'abord qu'est posée la question, les départements disent oui ou non. Donc en général, ils disent non. Je dis en général maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, et puis ça dépend un peu des tendances politiques des départements en question. Ils peuvent être amenés à dire non, et dans ce cas, on peut faire appel. Et on vient
devant un magistrat, soit on va devant le tribunal administratif, soit c'est le juge pour enfants qui sera amené à statuer. Et c'est là que se pose la question du fameux test osseux. C'est une histoire assez extraordinaire. C'est que le test osseux n'est pas une fiabilité extraordinaire. Qu'est-ce que c'est le test osseux? C'est une radiographie du poignet. Bien. Sur cette base-là, les médecins donnent des appréciations. Alors, avec un taux d'erreur admis, 18 mois en plus, 18 mois en moins. Ça fait à peu près 3 ans, 3 ans d'erreur. Donc, le mineur qui prétend être mineur, et si un médecin après le test osseux vient dire, bah écoutez, il a 19 ans et demi, il sera admis comme mineur. Bien. Donc, mais même ça, c'est considéré par les accompagnants, par ceux qui aident et finalement nourrissent ces filières, c'est considéré comme scandaleux. Il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel. Alors, attendez, qu'on comprenne bien, ça veut dire que quand vous dites que ça a été scandaleux, que c'est jugé comme scandaleux, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la magistrature qui ne veut pas se rendre à ces examens. J'y viens. Il y a une, si vous voulez, alors je vais soulever 2 problèmes. Le premier, c'est cette fameuse procédure. Question prioritaire de constitutionnalité pour dire que demander un test osseux était une abominable atteinte à la dignité des personnes considérées, qui devaient devoir justifier de leur âge pour bénéficier du droit attaché à cette minorité. C'est quand même extraordinaire de présenter ça comme une espèce de violence et une atrocité. Ce recours devant le Conseil constitutionnel a été soutenu juridiquement par le syndicat de la magistrature, ce qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire que vous avez une organisation de magistrats qui vient demander au Conseil constitutionnel de déclarer ce qui est prévu par la loi, comme étant inconstitutionnel. Alors ça, ce sont les organisations syndicales. Mais très souvent, les magistrats refusent le test osseux. Dans la fameuse affaire du Pakistanais qui a commis un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo avec un hachoir, il était venu et il avait Alors si vous le permettez, Régis, on peut le regarder parce qu'il s'est rendu tristement célèbre, vous le rappeliez, en réattaquant les locaux de Charlie Hebdo. Regardez, nous avions emprunté un petit sujet sur ce sujet-là. À peine 1 heure après l'attaque, le jeune homme, assis par terre sur ces images, affirme aux policiers qui l'interpellent que c'est bien lui qui est passé à l'acte rue Nicolas Appert. Il se présente comme un Pakistanais de 18 ans et répond au nom de Hassan Ali, lors de son arrivée sur le territoire, encore mineur, en août 2018. L'aide sociale à l'enfance le prend sous sa protection, mais déjà, le département conteste son âge. Une décision de justice confirme finalement son suivi jusqu'au 10 août 2020, date présumée de sa majorité. Désormais majeur, il désirait obtenir un titre de séjour sur la base d'une promesse d'embauche. Il devait même commencer une alternance pour devenir peintre en bâtiment. Mais dans son téléphone, les enquêteurs découvrent la photo d'un document qui semble indiquer sa véritable identité. Hassan Ali serait en fait Zahir Hassan Mahmoud, un homme de 25 ans et non de 18. Ce nom, c'est bien celui qu'il déclame dans une vidéo qui a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux et qui intéresse particulièrement les enquêteurs. Un enregistrement dans lequel il parle en ourdou, une langue du Pakistan, et dans lequel il annonce son passage à l'acte. C'est incroyable. On voit donc quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux dans sa langue d'origine, mais pour les services sociaux, il n'est pas de cette nationalité, on ne sait pas d'où il est, et évidemment, on mélange totalement l'âge de ce personnage sinistre. Ça doit vous horripiler en tant comme de loi, évidemment. Ça, si vous voulez, c'est extraordinaire, parce que il faut parler clair. Voilà quelqu'un qui avait effectivement 22 ans ou 23 ans quand il est arrivé. Je suis tout à fait désolé. Le magistrat qui, refusant le test osseux, l'a déclaré recevable à l'aide sociale à l'enfance, a engagé lourdement sa responsabilité. C'est quelque chose qui n'est absolument pas normal. Et si vous voulez, ça montre bien la défaillance des contrôles et le fait que les départements soient désarmés
devant cette demande, qu'on arrive à ces taux 40 000 mineurs non accompagnés migrants pris en charge, dont on vous dit que au moins 50% ne sont pas mineurs et probablement 70% qui viennent tous délibérément sans papier d'identité, ça pose quand même, je veux dire, un problème tout à fait considérable. Et que ceux qui sont chargés... Régis, il y a quand même une question qu'on aimerait vous entendre, on aimerait entendre votre réponse à cette question, c'est qu'est-ce que fait notre garde des Sceaux, dont on entend dire qu'il a beaucoup de projets de réforme, est-ce qu'il entend légiférer justement sur cette question des mineurs isolés? Monsieur Éric Dupond-Moretti. Je pense qu'il y a une vraie urgence. Il y a une vraie urgence parce que quand vous voyez la réalité de l'enfance en danger, c'est une réalité. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont pris en charge par les ASE et qui sont retirés à des véritables dangers. 70% ce sont des atteintes sexuelles, 30% des atteintes physiques. C'est quand même assez terrible. Il faut avoir des nerfs pour faire ces métiers-là. Et d'ailleurs, je rends hommage aux services des départements qui font un boulot tout à fait extraordinaire, mais qui se découragent. Faut pas. Ils sont scandalisés par ce qui se passe. Alors, il y aurait quelque chose de très simple. Il y aurait quelque chose de très simple à faire, c'est-à-dire de renverser la charge de la preuve de la minorité. Si vous voulez, aujourd'hui, vous dites, voilà, je suis mineur, alors il va y avoir un débat, on va faire ça soi-disant au doigt mouillé, mais ceux qui vont finalement prendre la décision vont la prendre sur des bases idéologiques. Ils vont la prendre sur des bases idéologiques. Quand vous allez sur le site du syndicat de la magistrature, sur son site internet, vous avez ces grandes proclamations disant que le test osseux est une abomination et une atteinte terrible aux droits de l'homme. Oui. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Régis, ça veut dire, si je vous ai bien compris, qu'il suffirait pour réformer, c'est relativement simple, il suffirait de dire, eh bien, prouvez-nous que vous avez moins de 18 ans et vous pouvez accéder à ce statut de protection de l'enfance, entre guillemets. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est une réforme de bon sens assez simple à faire. Mais si vous voulez, ça me semble effectivement une évidence. Concernant les vrais mineurs, il y a pas de problème, ça n'est pas très compliqué. C'est dès lors qu'il y a discussion. Dès lors qu'il y a discussion et qu'on se retrouve effectivement devant des migrants, parce qu'ils viennent en France, et ils savent d'abord qu'ils peuvent être pris en charge et ils savent à quelle porte il faut aller frapper. Donc là, on est confronté à un problème tout à fait spécifique, particulier. C'est pas les voisins qui signalent qu'un enfant est battu, la maîtresse qui constate qu'il est couvert de bleu et qui le signale, et à ce moment-là, on le retire à la famille qui est devenue dangereuse. Bon, donc là, il s'agit de tout autre chose. Il s'agit effectivement de regarder les choses en face et quelque part d'agir pour démanteler ce qui constitue désormais une filière d'immigration. Absolument. Alors Régis, merci d'avoir été avec nous. Je donne rendez-vous à tous nos spectateurs dans Front Populaire numéro 4 sur l'immigration pour retrouver votre article. Vous nous avez gratifié d'une longue contribution. Et merci encore. On va prendre, parce que c'est une soirée interactive, Céline, je vais ajouter quelque chose, Stéphane. Ici. Vous voulez dire un dernier mot ? Quelque chose, Stéphane. Oui. Dire que bon, dans ce que je dis, il y a un peu d'émotion, parce que si vous voulez, quand on fait nos métiers, il faut être capable de garder la distance vis-à-vis des affaires qu'on est amené à prendre en charge. Concernant l'enfance, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Et là, je pense qu'on a un problème. Si les Français savaient très exactement ce qui se passe, moi, je peux vous dire que les jeunes avocats qui arrivent dans une audience et qui voient un petit peu ceux qui viennent réclamer d'être pris en charge, ils sont assez stupéfaits. Il y a un vrai déficit d'information, et c'est la raison pour laquelle je tiens absolument à ce que cette idée maintenant elle soit prise en compte. Eh bien, vous avez raison, les vrais mineurs méritent ça, l'enfance mérite d'être protégée et c'est un moyen pour nous et pour eux justement d'être mieux protégés que de dénoncer ces faux mineurs isolés. Céline Pignat nous a quittés, merci Régis.
J'imagine que ça vous fait réagir, Michel, d'entendre ce sujet sur les mineurs isolés. C'est une contribution majeure. C'est un sujet que les Français n'entendent pas. Et ça fait peu de temps qu'on a découvert cette question-là des mineurs isolés. Oui, ce qui est intéressant avec Régis et avec tous les gens qui travaillent à Front Populaire, c'est ce souci du réel, c'est de penser le réel, c'est pas de penser une espèce d'immigration avec un I majuscule, l'idée d'immigration, une espèce d'idée platonicienne, vous êtes pour, vous êtes contre. Non, c'est de dire concrètement l'immigration c'est ça. On pourrait dire c'est aussi ça, c'est aussi ça, c'est aussi ça, parce que on pourrait dire l'immigration concernant les femmes, concernant... Céline a dit tout à l'heure des choses extrêmement intéressantes sur ce que signifie l'immigration pour les pays qui donnent leur talent, leur génie, leur sang neuf. C'est cette façon de dire, mais regardez, vous allez effondrer des pays en même temps. C'est-à-dire que si vous êtes un immigrationniste absolu, ça veut dire que vous allez détruire des pays. C'est une façon de continuer le colonialisme. C'est-à-dire c'est un néocolonialisme que de dire amenez-nous vos talents de façon à ce que vous soyez encore moins talentueux et que vous puissiez vous effondrer complètement. Ce sera après l'occasion d'exploiter vos sous-sols, de vous envoyer, etc. On pourrait dire, mais justement, l'immigration ici, c'est un autre problème. Un autre problème, la question du coût du passage. C'est-à-dire que quand on voit des migrants dans des bateaux, on se dit, ils sont pauvres, etc. Puis Céline nous dit, mais pas du tout. Ils ont payé très cher. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'élite intellectuelle, puis on a une élite d'un point de vue du pouvoir d'achat, donc on effondre les élites des pays africains au profit de l'idéologie, du capital, l'idéologie mondialiste, etc. Et donc après ça, dire mais l'immigration c'est aussi avec les enfants, ce que dit Régis, ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'en même temps, les victimes, ce sont les enfants. Les gens qui, à 22 ans, disent qu'ils sont des enfants et qui demandent l'argent de l'État français ou des départements sont des gens qui spolient les enfants. Car il y a des enfants qui ont besoin d'être pris en charge. Et ces enfants pris en charge, eh bien, finalement, ils ne le sont pas. Ou alors, s'ils le sont, c'est au détriment d'enfants français qui n'auront pas les budgets qu'on aura alloués à des gens qui disent qu'à 25 ans, ils sont encore des enfants. Et c'est à partir du réel qu'il faut penser cette question-là. Et c'est dans ce sens qu'on se distingue des autres. Ouais.